Bienvenue sur la chaîne intergénérationnelle Sewa RS Podcast, la voix du bien-être familial afro. Connaissez-vous des reines africaines et des héroïnes de la diaspora noire? Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir Madame Sylvia Servin autour du thème S'inspirer des reines d'Afrique pour cultiver la force intérieure. Bonjour Madame Servin, bienvenue. Bonjour et merci de m'accueillir sur votre podcast. Merci à vous, c'est un très très grand honneur. Alors, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre ouvrage, s'il vous plaît? Oui, alors bien sûr, je suis historienne de formation et journaliste. J'ai fait un double cursus dans mes études universitaires à Paris, donc histoire et journalisme. Et donc, il faut que je dise d'abord que je suis née, j'ai grandi au Sénégal, ce qui explique après mon intérêt pour ce travail que j'ai mené. Et dans mon enfance au Sénégal, j'entendais parler de parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup des grands royaumes du passé, de ces grands personnages qui avaient fait notre histoire. Et parmi eux, il y avait toujours des reines mères, des guerrières. Et ça a bercé mon enfance et je pense que ça a construit un petit peu ma personnalité. Mais quand je suis venue vivre en Europe pour faire mes études, notamment en France, c'était au moment du féminisme naissant et à l'université. Bon, je me suis spécialisée en histoire de l'Afrique. On ne parlait jamais des femmes dans l'histoire. On parlait des grands personnages masculins qui avaient forgé cette histoire, Sundiata Keita, Chaka, pardon, et tous ces grands autres personnages. Et les femmes noires n'existaient pas. Et en même temps, on nous apprenait dans l'histoire, on ne parlait que des Européennes qui avaient joué un rôle, que ce soit des reines, des suffragettes, des femmes pendant la guerre, voilà, alors que je sais que sur notre continent aussi, nous avons eu des femmes qui ont joué leur partition et qui n'apparaissent pas dans les livres d'histoire. Alors c'est un petit peu pour ça que j'ai été poussée à vouloir apporter cette contribution en me souvenant de ce que j'avais appris dans ma jeunesse, dans mon enfance, et en faisant des recherches très poussées en Europe sur toutes les archives historiques écrites, parce que quand on est historien, si vous ne pouvez pas montrer qu'il y a eu des choses écrites, vous êtes décrédibilisé. Et je voulais m'appuyer à la fois sur les traditions orales que j'avais reçues et sur les sources écrites que j'avais pu collecter et consulter. Et c'est pour ça que j'ai réussi à faire, en parallèle de mes activités de journaliste, où j'ai eu la chance de beaucoup voyager sur le continent africain aussi, hein, parce que j'ai été la première, sinon une des premières journalistes noires à Radio France à l'époque, après mes études, et ce qui m'a amené à beaucoup voyager sur le continent et à recueillir, en parallèle de mes activités, des informations auprès de traditionnistes ou de personnages ou de personnes d'anciens qui connaissaient notre histoire pour compléter un peu tous ces éléments. Alors, je vais vous montrer rapidement. Donc, ça a donné ce livre, je ne sais pas si on le voit bien, qui est la Mhm. dernière édition, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, qui présente 25 portraits de femmes qui ont vécu de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle et qui ont marqué dans leur pays ou dans la diaspora aussi, dans leur environnement respectif, qui ont joué un rôle important, un rôle marquant dans l'histoire, qui est encore resté soit dans les traditions orales, soit dans des archives, mais qui ne sont pas du tout popularisées, mises en avant, ni transmises dans les manuels d'histoire destinés aux jeunes générations. Bon, je m'arrête là pour le moment et puis on continue. Je suis pas bavarde, hein. C'est avec grand plaisir. Notre thème, c'est s'inspirer des reines d'Afrique pour cultiver la force intérieure. Quelle définition vous pouvez donner de la force intérieure, justement? Ben, écoutez, la force intérieure, c'est déjà cette confiance en soi pour dire qu'en tant qu'être humain, on est capable d'apporter quelque chose à notre société, on est capable de s'investir quand notre communauté ou notre société est en danger, donc ne pas rester là comme spectateur passif, mais participer aussi à tous les combats de nos sociétés. Cette force intérieure aussi, et ça c'est dans notre éducation de femmes noires, de femmes africaines, c'est d'avoir ce sens de la responsabilité qui fait qu'on va aider
non seulement sa propre famille, mais tous ceux qui nous sont chers, à aller de l'avant, à avancer dans la mesure de nos moyens. Donc c'est un peu ça, cette force intérieure. Et malheureusement, ça ne se reflète pas du tout à la fois dans les arcanes du pouvoir, parce que même aujourd'hui, dans nos sociétés, les gens qui sont mis en avant dans le pouvoir, c'est souvent les hommes plus que les femmes. D'ailleurs, les femmes sont parfois combattues ou elles ont un rôle souvent accessoire. Et c'est pour montrer que dans nos traditions et dans l'histoire, nous avons ces modèles de femmes nous montrent que les femmes africaines se sont toujours investies dans les combats de leur société, qu'elles n'ont jamais été en retrait ni en marge de tout ce qui pouvait se passer d'important et que c'est important de le faire savoir à nos jeunes générations. Souvent, nous les femmes noires, on ne nous apprend pas à mettre en avant ce que nous savons faire ou ce que nous apportons. On considère que ce sont seulement les hommes qui doivent le montrer, le dire, et nous, on nous apprend à rester un peu timide, un peu, parce que ça fait pas bien de trop se mettre en avant. Et ça, je pense que c'est un défaut qu'il faut combattre parce que nos reines du passé, nos guerrières comme les Amazones, elles ne réfléchissaient pas à se dire ah non, non, il faut surtout pas que, voilà, que je reste à ma place, à l'arrière des hommes. Non, parce que comme disaient les Amazones, si nous battons pas pour tuer l'ennemi qui vient nous attaquer, cet ennemi viendra tuer nos enfants et détruire notre société. C'est un peu ça, je pense, le fil conducteur de toute cette force féminine noire que nous ont transmise nos aïeux, que nous ont transmise nos ancêtres, que nous ont transmise toutes ces grandes reines du passé et dont nous sommes les héritières aujourd'hui. Et il ne faut surtout pas abandonner cette force qu'on a en nous, qu'on ignore peut-être, et qui nous permet chaque fois de nous relever dans toutes sortes de difficultés auxquelles on peut être confronté. Ouais, c'est vrai, hein. Et pourtant, et en plus, c'est toutes les femmes noires, peu importe d'où est-ce qu'elles viennent, hein. C'est Bien fou. sûr, absolument, absolument. Et pouvez-vous nous citer quelques reines emblématiques et nous dire ce qui les rend uniques? Alors, ce qui les rend uniques, mais bon, c'est vrai que c'est titré Reine d'Afrique, mais ce livre met en avant à la fois des femmes de pouvoir, c'est-à-dire les reines, elles venaient de familles royales et elles avaient été formées pour diriger leur peuple. Par exemple, quand on prend au Sénégal la reine d'Ateyala, donc qui a vécu au 19e siècle et qui a lutté contre les tentatives de colonisation de son royaume par la France. Elle s'est battue du mieux qu'elle a pu. Donc, elle avait été formée, elle avait appris à monter à cheval, à conduire ses troupes. Voilà, c'est pas des femmes qu'on prenait comme ça, qu'on mettait en avant et qui se contentaient de donner des ordres. Elles participaient elles-mêmes. Elles étaient souvent en première ligne avec leurs soldats pour leur donner de la force, pour montrer qu'elles se battaient avec eux. Donc, on a eu des reines, mais on a eu des femmes du peuple aussi qui, à un moment donné, quand la société était en danger, se disaient défendre tout ce qui est faire, toutes nos valeurs et nos sociétés. Donc, ça s'appelle Reine d'Afrique, mais il y a aussi donc, ces femmes royales qui étaient formées pour diriger un peuple, mais il y a aussi ces femmes du peuple qui se sont investies dans des combats, comme les Amazones du Dahomey. Oui, alors on parlait de reines emblématiques. Donc, je vous ai donné l'exemple de la reine d'Ateyala du Sénégal, mais il y a une grande figure qui est connue, d'ailleurs, qui est la plus célèbre de toute l'histoire africaine, c'est de la reine Nzinga d'Angola, qui a vécu au XVIIe siècle et qui est la figure la plus célèbre de toute l'histoire de l'Afrique, puisque pendant près d'une quarantaine d'années, elle a résisté aux tentatives d'invasion de son royaume par le Portugal, par le royaume du Portugal. Et et elle a régné jusqu'à l'âge de 82 ans. Et elle conduisait aussi elle-même ses troupes au combat. Et voilà, c'est une reine qui, dès le XVIIe siècle, était connue dans les grandes cours d'Europe parce que on ne s'imaginait pas une femme noire tiendrait tête comme ça à une armée d'un pays européen, quoi, une puissante armée d'un pays européen. Donc, il y a eu énormément d'écrits sur elle depuis le XVIIe siècle.
Et donc, c'est une des figures les plus marquantes de notre histoire. Elle a été plus célèbre que tous les hommes qui ont traversé ensuite l'histoire du continent africain. Donc, on a des personnages comme ça. Et ensuite, parmi, donc j'en cite deux. Je parle aussi de la reine Pokou en Côte d'Ivoire, que d'aucuns essayent de, d'interpréter comme un mythe. Voilà. Or, quand on travaille sur des archives, parce qu'elle venait du Ghana, à la fois du Ghana et il y a eu des études qui ont été faites par un universitaire ivoirien, d'ailleurs, très, très importantes pour montrer tout ce chemin d'exil qu'elle a parcouru pour venir en Côte d'Ivoire et s'installer avec les... Il y a une reine du Bénin aussi qui a vécu au XVIIIe siècle, la reine Tassiambé, qui a exercé une courte régence sur le trône du Dahomey au XVIIIe siècle. Qu'est-ce que j'ai encore? Ranaval III aussi, la dernière reine de Madagascar, qui est un personnage très très intéressant parce que dans les archives françaises, puisque ça a été colonisé par la France, et elle est connue dans son pays pour avoir soutenu la résistance malgache contre les invasions coloniales. Et alors que dans les archives françaises, on la présente comme une espèce de poupée effacée, assez superficielle, voilà, les événements passaient comme ça sur elle, alors que pas du tout. Et c'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir ces deux sources, des sources écrites avec souvent biaisées, n'est-ce pas, avec le regard de celui qui domine, qui commande, hein, c'est-à-dire les Occidentaux qui écrivent sur nous, et les sources orales qui viennent des traditions populaires et qui viennent du pays même qui a vécu de ce côté de la barrière, qui a vécu les événements. Donc c'est pour ça, c'est ce qui fait aussi la richesse de ce travail, parce que les historiens utilisent rarement les deux supports, oral et écrit, puisque on est tellement formaté qu'on veut ne prendre que les supports que les Européens acceptent. Et là, le livre a eu beaucoup de succès parce que beaucoup de lecteurs m'ont dit on a l'impression même de vivre les événements, de faire partie des personnages qui sont sur la scène et qui vivent tout ça parce que c'est très vivant. Et ça, c'est grâce à ces sources orales. Donc, d'un côté, donc on a eu ces reines, et puis je vous laisse poser la question suivante, sinon je vais. Ça avec grand plaisir. Mais est-ce que parmi ces reines, il y en a une qui incarnerait mieux la force intérieure? C'est certainement difficile de, de, de Bah, chercher sur le écoutez, choix. je ne peux pas dire qu'il y en a une. Bon, elles sont de tempéraments différents. Elles viennent de cultures et de régions différentes. Et c'est à des moments différents de leur vie qu'elles se sont lancées dans la lutte. Mais il y a quelque chose qui les relie toutes, c'est que ce sont toutes des femmes qui ont voulu prendre le leadership et qui l'ont exercé du mieux qu'elles ont pu, avec une certaine autorité. Aucune n'a voulu rester en retrait. Et c'est ce qui fait un petit peu le point commun de tous ces personnages. Et c'est peut-être pas un hasard si elles sont restées dans l'histoire en tant que reines ou en tant que femmes ayant mené des combats pour leur peuple. Donc cette force intérieure, je pense qu'elle l'avait. Cette force intérieure, c'est aussi sens des responsabilités, c'est aussi croire en ses capacités de mener un combat et d'entraîner les autres avec nous. C'est tout ça, la force intérieure. Et je pense qu'elle l'avait, et c'est pas un hasard si ces quelques figures de reines m'ont marqué plus que d'autres qui ont accepté d'être un peu plus en retrait ou de laisser leur pouvoir être grignoté par soit le Conseil des Anciens ou les hommes qui étaient dans le sillage du pouvoir. Vous parliez justement de femmes leaders. Quel parallèle on peut faire entre les femmes leaders d'aujourd'hui et les reines d'Afrique et héroïnes, hein? On les oublie pas, bien sûr. Ben, en introduction, je parlais de cette force féminine noire qui nous a été transmise de génération en génération. Et je pense que c'est un peu un héritage hein, de ce que nous ont laissé nos reines ou nos femmes de combat.
Si je prends par exemple aujourd'hui sur le continent africain, on ne parle pas beaucoup d'elle, mais il est tenu à bout de bras aussi par des femmes qui se battent, qui font même dans des activités informelles pour nourrir leurs enfants, pour leur donner une éducation, qui font parfois plusieurs petits métiers pour arriver et qui réussissent à porter leurs enfants le plus loin possible. Toutes ces femmes, elles font partie de cette force qui permet au continent de résister à toutes ces turpitudes et elles ne sont pas mises en avant, elles ne sont pas reconnues. Et je pense que chacune d'entre nous, dans sa famille, peut avoir une vieille tante, une grand-mère ou voilà une amie proche qui a été un modèle de combativité aussi, soit qui s'est retrouvée veuve, mais ou qui a réussi à construire sa vie, celle de ses enfants, sans forcément s'appuyer ou compter sur des hommes qui n'étaient pas toujours présents ou qui n'étaient pas prêts à aider. Donc je pense que aujourd'hui, on doit s'appuyer sur ces modèles-là aussi qu'on a vus. On a toujours eu une maman qui nous a appris à être forte. Des fois, on est marqué par tellement d'épreuves on a envie de baisser les bras, mais vous avez toujours dans votre entourage quelqu'un qui vous dira non. C'est parce que elles-mêmes, elles se sont battues et avant elles, nos mères et nos aïeux se sont battus aussi. Mais on ne retient que les combats des hommes, malheureusement. Hmm. Beaucoup de femmes manquent de confiance en elles. Est-ce qu'il y a une reine ou des reines dont personne ne croyait en leurs valeurs et qui ont su prouver leur force et agrandir des grandes et belles choses? Euh, en fait, dans mes recherches, bon, peut-être la reine Ranaval, on a voulu dresser d'elle cette image hein, de femme effacée alors que son peuple avait confiance en elle et elle a montré qu'il fallait résister contre les Français qui voulaient s'emparer de leur île qui était très riche et qui suscitait la convoitise des Européens. Donc peut-être ce personnage-là, encore qu'elle avait une certaine force, qui était connu localement, mais qu'on a voulu gommer. Mais je pense que euh, beaucoup de femmes, il faut dire que voilà, ce que je pourrais dire, c'est dans les sociétés précoloniales, les sociétés acceptaient que les femmes occupent le devant de la scène, qu'elles apportent leur contribution dans la marche de la communauté. Et il y a eu des influences extérieures, culturelles ou religieuses, qui progressivement sont venues gommer ce rôle de la femme pour la renvoyer à ses fourneaux. Par exemple, on a eu des sociétés où les femmes étaient valorisées, où leur leadership était accepté, et au fur et à mesure, avec l'islamisation de la femme qui n'acceptait pas qu'on mette les femmes l'islamisation du continent africain, donc une religion étrangère qui n'acceptait pas qu'on mette la femme en avant. Il y a eu la christianisation et la colonisation par des sociétés patriarcales où le rôle de la femme n'était qu'un rôle d'épouse, de reproductrice. Elle n'avait pas droit à l'espace public. Donc tout ça, c'est venu s'imposer aux cultures africaines et petit à petit, la femme s'est retrouvée reléguée à des tâches subalternes et son rôle antérieur n'a pas été reconnu. Il y a quelques sociétés qui ont malgré tout réussi à défendre ça. Je vois par exemple dans le golfe de Guinée, on a des sociétés comme au Nigeria, au Ghana, au Togo, au Bénin, où les femmes ont toujours gardé ce rôle important, que ce soit cette autonomie sur le plan économique, sur le plan des décisions qu'elles prennent, sur le plan du leadership qu'elles pouvaient prendre. On a l'exemple, par exemple, des Nana Benz dans le commerce. On a eu aussi dans l'histoire des femmes du marché de Lomé au Togo qui ont mené une lutte contre la colonisation, qui voulait les écraser d'impôts pour affaiblir leur commerce et leur force économique. Donc, il y a eu, et au Nigeria aussi, il y a eu beaucoup de femmes qui ont mené des combats, qui se sont regroupées contre la colonisation. Donc, on ne peut pas dire si vous voulez, ces influences extérieures ont totalement effacé le rôle de leadership que les femmes avaient dans certaines sociétés
traditionnelle précoloniale. Donc finalement, au fur et à mesure que les sociétés africaines se sont occidentalisées, le pouvoir n'était autorisé qu'aux hommes, le pouvoir est masculin, et la femme n'en avait plus, la reconnaissance qui était donnée aux femmes antérieurement, petit à petit a commencé à s'effacer. Et comment leurs histoires peuvent nous aider à affronter nos propres défis, qu'ils soient personnels ou professionnels? Ben, écoutez, moi je sais que, par exemple, avec mon livre, beaucoup de lectrices surtout jeunes, sont venues me dire que quand elles ont lu ces portraits de femmes, tout de suite, elles se sont senties plus fortes. Je me rappelle une fois une conférence, il y a un jeune Angolais qui vit en Europe, il était ingénieur, il avait fait des grandes écoles en France, où il avait toujours été le seul noir d'ailleurs dans ces grandes écoles-là. Et il disait que chaque fois, on essaie de lui faire comprendre qu'il était inférieur alors il faisait partie des meilleurs de sa promotion. Et c'est quand il a lu mon livre, qu'il a lu l'histoire de la reine d'Angola, il me dit jamais mes parents ne m'ont parlé de ce personnage. Et j'ai vu que moi aussi, j'avais un patrimoine historique riche, fort, et des personnalités qui m'ont précédé et qui avaient des valeurs de dignité, de courage, de force. Et il m'a dit, il est venu, il avait presque les larmes aux yeux, il m'a dit, Madame, ça m'a totalement changé. Et j'arrive à me faire respecter avec beaucoup plus de force, alors qu'avant, j'étais presque, j'acceptais tout ça quand on me disait, bon, vous savez, même aujourd'hui, des chefs d'État français viennent nous dire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Et voilà, aucun chef d'État africain n'a réagi, hein, donc c'est vous dire. Et ça touche beaucoup toute une génération d'Africains qui se battent et qui trouvent que c'est pas normal qu'on les marginalise comme ça en tant qu'être humain dans l'histoire et dans les contributions qu'ils apportent à la communauté des hommes. Donc c'est pour ça que je trouve que on a toutes ces valeurs qui ne sont pas mises en avant, qui ne sont pas transmises, mais dans les familles, je pense qu'elles restent et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui encore, on essaie d'être fort. Hmm. Le physique de la femme noire est souvent critiqué, aussi bien pour sa peau, ses cheveux, etc. Pensez-vous que l'histoire d'une reine africaine pourrait nous inspirer et nous aider à réconcilier beauté et notre fierté? Oui, mais critiqué par qui? C'est parce que les Ouais. modèles ne sont qu'occidentaux, c'est ça. C'est dans des sociétés où nos jeunes filles, nos jeunes femmes ont été tellement manipulées et non comme référence que ces modèles européens, occidentaux. Donc, du coup, quand vous êtes un peu différente, on vous critique. Voilà, vous n'êtes pas assez plate, vous n'êtes pas assez mince, vous n'avez pas les cheveux avec comment ça s'appelle, les perruques et tout ça, comme les européennes, et elles se dépersonnifient totalement. Alors que quand vous allez en Afrique, même au village, personne ne vous dira vous n'êtes pas assez ceci, vous n'êtes pas assez cela. En fait, dans nos traditions, ce sont des choses qui sont acceptées. Et dans mon livre, je parle d'un exemple qui est quand même assez traumatisant. C'est l'histoire de la Vénus hottentote. C'est une jeune Sud-Africaine qui a été arrachée à son pays à un moment où on avait ce qu'on appelait le racisme scientifique, où les Européens essayaient de démontrer par la science, une pseudo-science, que les Africains étaient des êtres inférieurs et constituaient un chaînon manquant entre le singe et l'homme. Donc, on a pris cette jeune fille parce qu'elle était potelée, elle avait les hanches larges, elle avait les fesses bien rebondies, alors qu'en Europe, les canons de beauté, c'était des femmes sans aspérité, très plates, on mettait des corsets, voilà, il fallait rien montrer, on devait être vraiment comme un ballet. Et cette jeune femme, on l'a mise dans une cage à barreaux et on la montrait un peu comme un animal de foire pour montrer ce spécimen de femme noire qui est différente. Voilà, jusqu'à sa mort, elle n'a survécu que 5 ans à son contact avec l'Europe. Donc voilà, et si nos jeunes connaissaient mieux ces histoires, on n'irait pas jusqu'à critiquer. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que les jeunes noirs sont parfois plus impitoyables que les petites blanches pour critiquer les unes les autres.
voilà, une telle, elle est un peu ronde, elle est ceci, ah non, non, tu es pas du tout belle, tu es pas, tu voilà. Hmm. Donc, elles se permettent de juger, de donner des dictats, alors que je ne pense pas que le physique, il y ait un modèle de physique dans cette humanité, et on perd du temps à faire perdre confiance à beaucoup de jeunes femmes qui n'entrent pas dans ce cadre-là, alors qu'en elles, elles ont énormément de choses qu'elles pourraient mettre en valeur, elles ont un potentiel qu'elles pourraient développer, mais elles se retrouvent complexées parce que on fustige leur physique. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se démarquer de tout ça et aller de l'avant et voir qu'est-ce qui est important dans sa vie ou pas. Hmm. Et pensez-vous que se reconnecter à ces figures, c'est aussi une façon, pardon, pour le peuple noir de réparer des blessures identitaires? Absolument, absolument. C'est se reconnecter à ces figures, ça veut dire que parce que les valeurs, en fait, qui sont montrées par les Européens, comme dont ils disent, bon, la littérature, les dessins animés, le cinéma, tous les héros ne sont que blancs. Mais les valeurs qu'ils portent, les valeurs qu'ils mettent en avant sont des valeurs universelles. Le courage, la dignité, l'envie de se battre pour sa liberté, de protéger son territoire et sa famille. Tout ça, ça se retrouve chez tous les peuples du monde. Or, les Européens se sont appropriés ces valeurs, ont inondé la littérature et se sont imposés comme modèle à l'humanité tout entière, alors que toutes ces valeurs se retrouvent partout. Les Indiens, les Amérindiens aux États-Unis, en Amérique, se sont battus farouchement aussi pour défendre leur territoire contre les envahisseurs européens. Ils ont perdu, d'accord, mais ils se sont battus. Donc vous avez partout dans le monde, il y a eu des révoltes, il y a eu bon, même je parle quand je parle héroïne de la diaspora noire, je parle de résistante à l'esclavage. Et il faut qu'on sache que partout, ces Noirs, ces femmes noires ont été déportées aux quatre coins du monde pour participer à la mise en valeur des colonies prises par les Européens. Elles se sont battues pour retrouver leur liberté, pour retrouver leur dignité. Elles n'ont pas accepté leur sort béatement, donc même si la littérature veut nous le faire croire. Donc tout ça, ça nous permet de nous reconnecter à une histoire qui est la nôtre, une histoire de force, une histoire de combat pour préserver ce qui était important pour nous, même si ça n'apparaît pas ni dans la littérature, dans tout ce qui est transmis pour essayer de manipuler nos jeunes cerveaux, voilà, ou nos élèves, ou, voilà, ou dans les écoles, ou dans les récits et tout. Donc il faut qu'on sache tout ça, et ça permet de se regarder différemment et de savoir qu'on n'est pas inférieur aux autres, qu'on apporte aussi à cette humanité, cette communauté des hommes, mais il faut le faire savoir, il faut le faire reconnaître. Qu'avez-vous ressenti en écrivant sur ces reines et ces héroïnes? Un grand enthousiasme, un grand enthousiasme. En plus, je suis la seule chercheuse à avoir abordé cette thématique. Le livre existe depuis maintenant une vingtaine d'années. Il a été constamment réédité parce qu'il y a toujours une forte demande donc pour Reine d'Afrique. Je l'enrichis chaque fois. Là, dans la dernière édition qui est sortie il y a un peu plus d'un an, il y a des personnages supplémentaires par rapport à l'édition antérieure. J'ai aussi produit deux livres jeunesse à partir de personnages traités dans ce livre, mais qui sont beaucoup plus détaillés sur la reine Ndaté Yala du Sénégal, qui a vécu au 19e siècle, dont je vous en ai parlé tout à l'heure, et puis une autre sur l'Empire du Mali, l'Empire du Mali au Moyen Âge, qui était un grand empire africain, qui avait des relations commerciales avec le monde entier, avec l'Asie, avec l'Europe, grâce à son or notamment. Et ça, ce n'est pas appris à nos enfants, ce n'est pas enseigné dans les écoles, alors que c'était une entité très puissante au Moyen Âge, au moment où c'était le plus grand producteur mondial d'or à l'époque, avant la découverte du Nouveau Monde, du Mexique, du Pérou, où les Européens, les Espagnols sont allés chercher aussi de l'or. Donc c'est pour ça que c'est important
de faire connaître et de faire savoir tout ce travail. Et j'ai ressenti vraiment un grand enthousiasme parce que ça m'a reconnecté aux contes de mon enfance, enfin contes non, puisque ça c'était basé sur la réalité, mais aux récits de mon enfance où ça m'a forgé aussi de savoir que je ne venais pas d'un néant sombre, mais que je venais de grands royaumes, de grands personnages aussi qui m'ont légué des valeurs et de transmettre ça à des jeunes générations. C'est vrai que pour moi, c'était très, très important et c'était un combat fondamental pour moi. Et à mon âge, je suis fière d'avoir au moins accompli ça. Hmm. Et on vous en remercie. Est-ce que cela nourrit votre propre force intérieure? C'est ce que vous êtes en train plus ou moins de nous dire, peut-être? Oui, absolument, parce que c'est vrai qu'on est fait d'une matière brute et ce sont les épreuves souvent de la vie qui font que vous arrivez à acquérir un peu plus de force. Enfin, pour les gens comme moi qui se battent, qui ne se laissent pas dominer constamment. Et donc ce livre aussi, ça a été un combat qui m'a éclairé sur le monde parce qu'effectivement, ma vision et ma contribution historique vient démentir certains clichés forgés par la vision de l'histoire coloniale sur l'Afrique et sur ses peuples. Parce que quand vous allez tout ce qui avait été écrit sur nous, on nous présentait comme des sauvages, comme des gens inférieurs, qui vivaient dans les arbres, qui n'avaient rien construit. Or, dans ce livre, je montre des sociétés organisées, je montre que ce continent s'est suffi à lui-même pendant des milliers d'années avant l'arrivée des Européens. Je montre énormément de choses, des relations commerciales entre différentes régions du continent et une espèce de dynamique qui existait. Et ça n'existe pas dans les livres écrits par les Européens sur nous. Donc ça a déplu et forcément, autant ce livre a eu un énorme succès donc sur un large public qui y trouvait des informations qu'il ignorait, autant il a été combattu par notamment en France, hein, parce que dans d'autres pays d'Europe, il est bien accueilli. Je suis invitée souvent à faire des conférences à droite, à gauche, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre. Voilà, pour parler de l'Europe. Sinon, je suis allée au Canada, au Brésil aussi. Voilà. C'est pour dire que le livre a dépassé ses frontières purement hexagonales. Mais il y a une certaine frilosité, par exemple en France, parce qu'on ne supporte pas que des chercheurs puissent vouloir se réapproprier leur propre histoire et ne pas rester dans je dis les dictates, parce qu'on a été formé par l'université française. Et si on ne suit pas ce que disent les maîtres, voilà, on est un peu suspect. Alors ça a été aussi un combat, j'ai dû m'armer aussi parce que je ne m'y attendais pas. Mais grâce au soutien du public, grâce au soutien des lecteurs qui n'arrêtent pas de s'enthousiasmer, de demander ce travail. Vous m'avez dit que petite, vous m'aviez croisée. Et il y a Tout à beaucoup fait. de mamans, de jeunes femmes que je rencontre qui ont la trentaine aujourd'hui et qui me disent, maman, j'étais petite quand maman a acheté ce livre. Elle me lisait des histoires, elle me racontait. Et moi, adulte maintenant, je rachète la dernière version pour ma fille qui est encore petite, qui a 4 5 ans et qui le lira un peu plus tard. Donc, vous voyez, le public s'est approprié ce travail et considère que c'est un peu une colonne vertébrale culturelle et historique qui nous permet de rester forts et qui permettra aussi à leurs enfants de se sentir forts dans ce monde. Et si vous pouviez parler à l'une de ces reines aujourd'hui, laquelle choisiriez-vous? Oh là là, mais c'est-à-dire que moi, en tant que chercheur, je me suis toujours mise dans une position d'humilité face à ces personnages. Donc, et quelquefois, je me dis, moi, est-ce que j'aurais eu la force de faire ce qu'elles ont eu? Parce que c'est vrai qu'on a de la bonne volonté, on essaie de se battre, on essaie de participer à des mouvements collectifs de résistance où on est un être anonyme parmi d'autres. Je pense que j'aurais été plus ça que
Enfin, je ne sais pas, mais quand je vois ces femmes, elles ne considéraient jamais qu'une situation était totalement perdue. Elles donnaient de leur propre personne. Moi, je vois dans mon enfance ou dans l'histoire que j'ai apprise en Europe, on parle de la reine Victoria, on parle de la reine Catherine II de Russie. Elles étaient dans leur palais, elles donnaient des ordres, mais nos reines africaines, elles se battaient avec leurs troupes, elles étaient à cheval. Elles exhortaient leurs soldats à ne pas baisser les bras. Elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient. Elles donnaient de leur propre personne. Et je ne sais pas si j'aurais eu... c'est une interrogation. Et j'aurais pu demander, mais surtout à cette époque, ces époques si lointaines, d'où cette force que vous avez eue pour guider vos peuples et pour essayer de les protéger. Comment êtes-vous arrivé à la mettre, à la faire agir, cette force que vous aviez en vous, peut-être? Si je peux me permettre, nous, notre équipe CEWA, on pense plutôt que vous êtes une reine, Madame Serbin, qui avait écrit sur les reines, tout simplement. C'est gentil, c'est gentil. Alors, que vous inspire ce proverbe? Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Ben, c'est tout à fait ce que je pourrais rapporter à mon travail avec mon livre Reine d'Afrique, héroïne de la diaspora noire. Et c'est tout à fait ça, parce que on dit que ce qu'on plante, ça donne des graines, et ces graines vont donner ensuite des fleurs, qui vont donner des fruits, qui vont nourrir une communauté. Et ensuite, ces fruits-là, quand ils vont tomber, ils vont donner place aussi à un nouvel petit arbre qui va pousser. Donc, c'est pour vous dire, tous ces arbres qu'on plante, comme je le disais, ça peut servir de colonne vertébrale à nos communautés, à nos peuples. Et je considère qu'avec ce livre-là, j'ai planté une contribution, j'ai planté une graine dont je suis très fière. Et j'avoue que si le livre n'avait pas intéressé le public, j'aurais été très malheureuse parce que je me serais dit que j'ai échoué, parce que je voulais transmettre quelque chose que j'ai appris, qui montre notre grandeur passée et que nous avons encore en nous, mais qu'on n'ose pas exploiter, cette grandeur-là. Et donc, mais de voir le succès qu'a le livre et qu'il a eu et qu'il continue d'avoir, ça montre que les jeunes générations aussi peuvent en tirer des leçons et retrouver cette fierté, cette grandeur qu'ils ont en eux et la faire aussi l'explorer pour pouvoir aller de l'avant et se construire des fondations très solides face à un monde de plus en plus hostile envers nous à cause de nos couleurs de peau, à cause de nos religions différentes, à cause de nos cultures. Voilà, on est dans un monde de plus en plus on est dans un monde de plus en plus difficile et concurrentiel et opposé, mais quand on a tout ça en nous, je pense qu'on peut regarder les autres droit dans les yeux et dire moi, je ne me sens pas inférieure à toi, je n'ai pas honte de ce que je suis et je peux aussi apporter quelque chose à notre communauté. Hmm, c'est très beau. Et quel message final aimeriez-vous laisser à nos auditeurs et nos auditrices? Euh, à vos auditeurs, ben écoutez, déjà, je suis contente si ce que j'ai pu leur apporter leur donne envie d'aller découvrir ce travail. Je dis souvent, il y a beaucoup de parents qui me disent avec ce livre, bon, parce que des fois, il y en a qui achètent des livres pour leurs enfants, mais ils ne s'asseyent pas pour lire avec eux, mais que Reine d'Afrique aussi a recréé un lien. Beaucoup de parents afrodescendants qui disent avec mes mots, je leur retraduis cette histoire et plus tard, quand ils savent lire à l'adolescence, ils le lisent d'eux-mêmes. Et ça a permis, voilà, beaucoup de familles, au lieu de prendre que des livres de Blanche-Neige ou voilà, les trucs de Disney à offrir à Noël, et ils aiment bien raconter toutes ces petites histoires-là qui viennent de chez nous à leurs enfants. Et voilà. Et je voulais terminer aussi en donnant une anecdote. J'avais été invitée par une association à Paris de jeunes femmes noires qui avaient monté une association pour montrer, éveiller un peu leurs enfants. Donc il y avait des petits, ça allait de peut-être
de 6 ans jusqu'à 10, 12 ans. Et il y a une petite qui était venue et elle m'avait dit en pleurs que sa mère lui avait raconté donc certains personnages et qu'à l'école, on leur avait donné un sujet, il fallait dessiner une reine. Et elle avait dessiné une reine noire et que la maîtresse s'est moquée d'elle et toute la classe s'est moquée d'elle en disant que ça n'existe pas des reines noires, pourquoi tu l'as coloriée en marron? C'est... Il n'y a que des reines blanches, voilà. Et la Oh. mère a dû se déplacer à l'école pour remettre les choses en place en disant, mais si vous êtes ignorant, ce n'est pas la peine de traumatiser un enfant parce qu'elle a appris des choses et des choses documentées par un historien qui vient de votre pays, qui a été formé dans ce pays. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'elle est. Mais elle a eu le courage, cette maman a eu le courage d'aller dans cette école et de rétablir les choses. Et du coup, et la petite est venue me voir et en me disant, mais j'ai pleuré. Mais après, je me suis sentie forte parce que je sais que toutes ces histoires étaient vraies. Et Oh. ça m'a beaucoup touchée. C'est une enfant qui devait avoir 6 ans. Voilà. Et donc, et du coup, elle avait pris comme petit prénom le nom d'une des reines. Je crois que c'était Nzinga ou je sais plus. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça qui me touchent. Et je pense que beaucoup de lecteurs peuvent comprendre l'intérêt de pouvoir se forger eux-mêmes, de renouer avec leur histoire, leur culture pour retrouver cette grandeur qu'on ne doit pas laisser mourir. Si le continent, avec tous les assauts qu'il subit de l'extérieur, tient encore, c'est qu'il y a une vraie force qui vient des hommes et des femmes qui lui permet de subsister, de résister à tous ces assauts venus de l'extérieur pour lui payer ses richesses. Donc c'est pour ça que c'est important que nos lecteurs, que vos auditeurs puissent se dire que on ne peut pas juste passer toute notre vie en écoutant ce que les autres disent de nous, en restant dans l'image que d'autres ont forgée de nous et qui nous confrontent tous les jours à des difficultés. Parce que quand vous êtes présenté comme quelqu'un d'inférieur dans une société, comment voulez-vous avancer? Tous les jours, il faut prouver que vous n'êtes pas inférieur. Alors que quand vous êtes sûr de vous, vous avez une information sur cette histoire, sur ce passé, sur ces cultures, qui, au Moyen Âge ou avant, avaient des relations commerciales avec l'Europe et qui étaient plus développées et tout. Donc ça vous donne tout de suite une autre dimension de vous-même que vous êtes fier de porter et de transmettre. Voilà, c'est ce que je peux dire, même si je suis très bavarde. Avec plaisir, merci beaucoup, c'est tellement inspirant. Et où peut-on se procurer vos ouvrages? Voilà, merci beaucoup. Alors, le livre Reine d'Afrique, comme les deux autres, hein, sur l'Empire du Mali et sur la Reine des Teyala, ils sont disponibles dans les bonnes librairies, je dirais, qui s'y intéressent, mais on peut les trouver sur le site de l'éditeur, qui a une librairie qui s'appelle Tamri, la librairie Tamri à Paris, qui est une librairie panafricaine. Donc, il y a énormément de titres sur tout ce qui concerne le monde noir, que ce soit l'Afrique, les États-Unis, il y a voilà. Et donc, c'est eux qui, d'ailleurs, c'est cette maison-là qui a édité la nouvelle version de Reine d'Afrique, hein, puisque j'avais un premier éditeur français avec qui ça s'est pas bien passé. Et donc, on peut aller sur le site Tamri, chercher sur Internet Tamri, ou bien vous tapez directement Reine d'Afrique, Sylvia Servin, vous allez trouver. Il y a plusieurs sites. Il y a Amazon aussi, il est diffusé sur Amazon, les trois titres. Donc déjà ça. Et puis il y a plein d'autres sites aussi qui diffusent ce livre ou des librairies, hein, mais je n'ai pas en tête toutes les librairies, mais il y en a pas mal, que ce soit en province, à Paris. Et ce qu'il faut que je rajoute aussi, parce que la librairie Tamri, elle diffuse dans le monde entier. Donc, je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit des États-Unis, du Canada, de Suisse, même d'Australie, pour savoir, pour acheter le livre. Eh ben, ils écrivent à la librairie et ils reçoivent l'ouvrage sans problème. Ils le diffusent vraiment partout. D'accord. De toute façon, Voilà, on va mettre tous les liens, les trois ouvrages voilà. et tous les liens sous la vidéo. Voilà, et j'espère que vous montrez quand même une petite photo
soit de l'ouvrage ou bien soit de notre entretien sur votre... voilà. Oui, en tout cas, il y aura l'ouvrage. Ça, c'est prévu. Voilà. La com. En tout cas, un grand merci à vous. Merci beaucoup pour toute cette lumière, pour toutes ces informations qui nous inspirent et qui vont inspirer surtout les jeunes générations. J'espère, j'espère. Un grand merci à vous. Et c'est moi qui vous remercie. Et puis, c'était vraiment très, très sympa cet échange, hein, parce que ce sont des questions un peu plus profondes que, bon, des fois, souvent, les gens, c'est un peu les mêmes qui reviennent, voilà, assez légères. Mais là, on est allé en profondeur et avec cette option que vous avez prise sur la confiance en soi, sur, voilà, donc, sur les modèles que nos femmes d'aujourd'hui peuvent avoir avec ces personnages de notre passé. Donc voilà, il ne faut jamais oublier que nous en sommes les héritières de toutes ces femmes qui se sont battues avant nous. Un grand plaisir et c'est vraiment plaisir partagé. Et surtout, n'hésitez pas, bientôt c'est les fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à offrir soit le livre et héroïne d'Afrique de la diaspora noire ou bien les autres livres, les deux autres livres. Voilà. Oui, Voilà. je vais juste ajouter, par exemple, les deux livres qui sont pour la jeunesse et grand public et adultes, ils sont illustrés, ils coûtent 10 euros chacun, donc vraiment c'est à la portée de tout le monde. Et le livre Reine d'Afrique, il coûte 28 euros, comme ça au moins les gens le savent. Et Merci. soit si vous allez à la librairie, vous le paierez 28 euros. Si vous le commandez par Internet, bon, évidemment, il y a les frais d'expédition que chaque opérateur place, mais sinon, voilà. Et je peux donner aussi l'adresse de la librairie. C'est 19, 15-19 rue du Chalet à Paris, dans le 10e, et c'est au métro Belleville. Et c'est la librairie Tamri à Paris. Ok, très bien. On va mettre tout ça sous la vidéo. Un grand merci encore et puis à Merci très à vous. bientôt. Au Bye revoir. bye. Merci. Bye bye.